Je voudrais savoir comment tu es arrivé à la musique traditionnelle? Je vais vous faire une petite présentation un petit de mon parcours un peu, puis qu'est-ce qui m'a amené à la musique traditionnelle. Hem, j'ai grandi dans une famille de musique, mais pas de musiciens traditionnels. Il y avait pas de violonneux, il y avait pas de chanteurs, il y avait pas de danseurs dans ma famille, contrairement à un paquet de mes amis puis de mes collègues. Mais on écoutait beaucoup de musique française, de musique, jazz, de musique classique. Et puis, un moment donné, je me suis mis au violon classique, je jouais du piano aussi et tout ça. Et j'ai continué mes études en musique pour arriver au cégep, à Lionel Groux, à étudier, le jazz. Et puis j'ai été engagé aussi par un groupe de musique country pour jouer dans des clubs. J'avais 18, 19, 20 ans, tu sais. Fait que j'étais en train de jouer du country américain. Puis j'étudiais le jazz, qui est aussi une musique américaine, quand, en 95, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu un référendum et moi, j'avais 18 ans dans ce temps-là, tu sais. Puis ça a été, puis on a perdu, comme vous le savez. Donc, ça a été un moment marquant dans ma vie puis dans ma famille aussi, puis chez mes collègues aussi, dans mes amis. C'est là où j'ai rencontré Nicolas Boulris, mon ami depuis une trentaine d'années. On s'est rendu compte qu'on était en train de jouer et d'étudier des musiques traditionnelles américaines. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est fait dans notre réflexion. On s'est dit: «Pourquoi on ne connaît pas nos traditions qu'on a ici?» Tu sais? Et c'est là que j'ai décidé de vraiment prendre un virage et de dédier mes études vers cette musique-là pour comprendre pourquoi on avait perdu, dans le fond. Et puis, ça fait 30 ans. Et puis, depuis ce temps-là, je me suis rendu compte, j'ai appris à rencontrer des gens extraordinaires, qu'il y en a ici ce soir, cet après-midi, à rencontrer un milieu qui ne demande qu'à être découvert aussi, à rencontrer des intervenants qui sont généreux, passionnés, à une musique qui est extraordinaire, qui est aussi très large. On pense au folklore, on pense peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la musique traditionnelle, à des chansons rigolotes un peu ou à de la musique du temps des fêtes. Ça peut vous éveiller des clichés comme ça, mais dans le fond, la musique traditionnelle, la chanson traditionnelle, les airs traditionnels, c'est d'une extrême richesse et d'une grande largeur. Il y a des complaints, des chants de douleur, il y a des airs à danser, il y a des airs lents, donc il y a toutes sortes. C'est un milieu qui est très, très, très large. Donc, depuis une trentaine d'années, j'ai décidé de me dédier à cette musique-là pour faire la promotion de notre culture québécoise. Hem et puis, ça m'a amené à vraiment me nourrir de cette musique-là. Ça m'a donné beaucoup plus que que ce que j'ai apporté à à la musique. Mais c'est comme une grande la musique traditionnelle, c'est quoi dans le fond? Est-ce qu'il y en a qui pourraient me donner une définition de c'est quoi la musique traditionnelle? Le folklore, c'est l'âme d'un peuple. La musique, c'est peut-être une résonance de ça aussi. Ben oui, ben le folklore, l'âme d'un peuple, dans le fond, folklore, c'est la science du peuple. Ça peut être musical, ça peut être culinaire, ça peut être du patrimoine bâti, ça peut être, des légendes, ça peut être de 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 la danse. Donc c'est la science d'un peuple et chaque peuple a son folklore et des fois, les folklores se mélangent. Vous allez le voir plus tard, je vais vous en parler un petit peu. Dans le fond, on appelle ça musique traditionnelle, folklore, trad. C'est des appellations qui qui bougent au fil des années, mais ça veut grosso modo dire un peu la même chose. Peut-être le mot trad, pour ceux qui sont moins connaissants du milieu, est un terme un peu plus générique qui vit qui a les œillères un peu plus larges, qui englobe un peu plus de choses. Moi, je préfère le terme musique traditionnelle. C'est un petit peu plus précis que trad ou bien que trad, c'est un peu plus, à la mode, et c'est encore plus à la mode que folklore qui a une connotation peut-être plus lourde pour les plus jeunes et tout ça. Mais pour moi, folklore, musique traditionnelle ou trad, c'est un peu ce qui désigne notre musique, de souche, notre musique
d'héritage. C'est une musique qui se transmet. Qui se transmet d'aînés aux plus jeunes, les plus jeunes vieillissent, qui se transmet aux plus jeunes encore. Donc, c'est vraiment une musique de transmission. Et c'est une musique qui a un répertoire commun aussi, tu sais. Il y a des airs qui sont plus populaires, il y a des chansons qui sont plus populaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des airs qui sont moins connus, qui ne sont pas d'une beauté puis d'une grande importance, mais il y a des airs qui, avec le temps, avec les époques, selon qui a joué tel morceau, telle chanson, elle devient populaire, elle prend une place dans le paysage, puis peut-être elle peut retomber dans un oubli pour qu'il y en a d'autres qui vont prendre le flambeau. Fait que c'est une musique vraiment qui bouge, qui évolue, qui se transforme aussi. Ceux qui veulent voir la musique traditionnelle comme quelque chose de figé, ben ça ne fonctionne pas parce que à chaque génération amène sa manière d'aborder cette musique-là, ces chansons-là ou ces airs-là, cette façon de jouer-là. En autant qu'il y ait quelque chose qui fasse le lien entre les générations. Il faut qu'il y ait, selon moi, une façon de soigner les instruments, une façon d'aborder le swing, la vivacité de l'archet, certaines façons de trier. Si on essaye trop de faire une rupture avec ce courant-là qui est centenaire, ben cette façon de jouer-là va pas faire époque. Elle va juste rester dans l'oubli, puis elle ne sera pas acceptée la- le- par les contemporains. Donc, c'est important de garder une lignée dans le swing, dans la manière de jouer. Une conversation presque entre les gens qui font la musique, entre les passés, les présents, puis les gens qui arrivent, peut-être. C'est un genre d'échange, comme tu le dis, c'est un va-et-vient des, de la musique qu'il y avait, de ce qui est maintenant, de ce qui résonne, puis de ce qui résonnait. Absolument. C'est une musique qui évolue dans le sens aussi, je vais vous donner un bon exemple d'une musique qui évolue. Je vous ai joué tout à l'heure en ouverture un cotillon, qui est une pièce d'un répertoire plus français, tu sais, avec des mélodies un peu plus chantantes qui peuvent peut-être rappeler des chansons. Je vous épargne là, tous les détails, mais tu sais, je vais dans. C'est plus des mélodies, c'est pas teinté par l'Irlande ou l'Écosse. Mais notre répertoire instrumental est fortement inspiré des musiques irlandaises, écossaises, à cause de l'arrivée principalement des Irlandais et des Écossais au milieu du 19e siècle. Ils sont arrivés massivement d'une Irlande en famine, et il y a eu plus d'1 million de gens qui ont quitté l'Irlande pour arriver aux États-Unis, pour arriver en Amérique, pour arriver au Québec, à Montréal. Ils se sont installés et c'est la rencontre entre les Irlandais et les francophones qu'il y a eu ce métissage. Et c'est un bon exemple de métissage parce que comme il y a eu une arrivée massive, il y a eu un leg, il y a eu une transmission. Il y a eu « Hey, c'est bien le fun, qu'est-ce que tu joues? On va jouer ensemble, puis on apprend de ça » et ça a transformé notre musique. Donc, le répertoire instrumental français a un petit peu pris le clos. Puis c'est vraiment la résultante de la rencontre avec les Irlandais et les Écossais qui a donné une grosse base de notre musique instrumentale d'aujourd'hui. Donc, vous voyez comment ça peut se transformer. Je crois qu'il y a eu plus de liens avec les Irlandais. Puis si on va dans les provinces maritimes, en Nouvelle-Écosse, il y a le répertoire des maritimes est beaucoup plus influencé par l'Écosse. Tu vois, à l'île du Prince-Édouard ou au Cap-Breton, les Irlandais étaient pauvres, étaient catholiques, puis ils combattaient le royaume britannique. Puis ils jouaient du violon. Fait que, je veux dire, il y avait quatre points communs pour qu'on se rassemble. Même si le langage n'était pas le même, il y a eu inévitablement des rencontres avec l'Irlande. Il y en a eu aussi avec les Écossais. Il y a quand même du répertoire qu'on sent qui est plus de descendance écossaise.
comme, mettons, une pièce comme La Belle Catherine. Je ne pourrais pas vous jouer la version écossaise, mais... etc. Ça serait de souche de Brace of Mar, qui est un strathspé écossais. Fait que, tu sais, c'est... Donc, ça viendrait, c'est déjà, c'est une variante d'une pièce de Elle est l'Écosse. très différente aujourd'hui parce qu'elle ne joue pas en strathspé, elle se joue en rill. Mais si on regarde la structure du morceau, les façons de tourner les mélodies, il y a vraiment un lien qui est direct. Il y a des morceaux que c'est moins facile de faire le lien avec la souche, mais il y en a que c'est plus évident. Après ça, comment le morceau évolue, c'est de transmission orale, hein. C'est vrai, je vous en ai pas parlé. Ces morceaux-là, oui, traversent de génération en génération, mais la tradition orale fait que, tu sais, quand on fait le jeu du téléphone, on dit quelque chose dans l'oreille, au bout de la ligne, c'est plus le même message. Fait que quand il y a une transmission, il y a inévitablement une déformation, une petite déformation. Des fois, c'est du répertoire qui avait été transmis par des quêteux, des mendiants qui se promenaient de village en village, puis qui amenaient, qui demandaient l'hospitalité. Fait qu'on avait un banc du quêteux pour les plus vieux dans les maisons. On les logeait aussi dans la grange ou dans... Donc, ce quêteux-là recevait l'hospitalité en échange d'animer la famille, de jouer des airs, de chanter des chansons, de raconter les nouvelles des autres villages, d'amener des fois des médicaments, et toutes sortes de... Chaque quêteux avait sa spécialité, j'imagine. Mais les airs, quand il arrivait dans un village puis qu'il y avait un autre violonneux, bien souvent, le violonneux apprenait des nouveaux airs par... C'était l'Internet de l'époque, le quêteux, tu sais. C'était lui qui amenait les nouveautés, tu sais. Fait que le violonneux local qui recevait ce nouveau répertoire-là, dépendant de son talent ou de ses capacités, peut-être qu'il apprenait ça d'une telle manière, puis là, il essayait de s'en rappeler le lendemain, tu sais, il n'y avait rien pour l'enregistrer, pour l'écrire, c'était tout de l'oralité. Fait que de la manière qui se le virait dans les doigts au fil du temps, ben des fois, ça faisait que ça développait une autre version de cette pièce-là. C'est pour ça qu'au Québec, des fois, il peut y avoir 8-10 versions du même morceau parce qu'il a été transmis comme ça, il a été appris et il a été redéveloppé régionalement d'une telle façon par tel violonneux ou tel musicien, tel joueur d'accordéon. Et ça a formé un autre morceau, que des fois un autre titre, souvent un autre titre, mais c'est le même morceau. Donc, le contact avec l'Irlande, ça a été la même chose. Comment tu vois ça et finalement la suite de la musique traditionnelle avec les nouveaux arrivants? Comment tu vois les futurs, disons, à un peu plus long terme de la musique traditionnelle? Bien, c'est une bonne question parce que on est dans une période aussi où des fois, on n'ose pas s'approprier le répertoire d'un tel ou d'un tel nouvel arrivant parce que on parle d'appropriation culturelle, on parle de... Mais pour moi, l'appropriation culturelle, comme ça s'est fait avec les Irlandais ou les Écossais, c'était le plus beau signe de bras ouverts, d'ouverture. Fait que l'appropriation culturelle, quand c'est fait avec le respect et le « wow, j'aime ce que tu fais, viens, on va jouer ensemble »,
pour moi, il va falloir qu'on passe une étape pour retourner vers l'ouverture et le vrai partage. Le partage, c'est quand les deux cultures se rencontrent et il y a un point de rencontre et on se fait de la bouffe ensemble et puis on passe une belle soirée. Puis là, hey, tu as un darbuka. Ah, essaie donc de jouer ça sur mon reel, tu sais. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ça, c'est ça qui amène les musiques traditionnelles à évoluer, tu sais. Puis à rester et à s'ouvrir aux gens qui arrivent. Parce que l'ouverture est là, dans ce concept-là, pour dire « j'aime ce que tu fais ». Tu sais, il y a certaines façons d'approprier que je suis d'accord qu'il faut, tu sais, il faut pas aller dans certaines zones. Mais quand c'est dans le partage, ben je crois que c'est comme ça que notre musique va continuer d'évoluer. Peut-être que dans 50 ans, si il y a une arrivée massive de gens du Maghreb ou d'Ukraine pour des raisons qu'il y a une guerre là-bas et qu'il se passe quelque chose, puis que la rencontre se fait, bien, peut-être que notre musique, dans 50 ans, va être bien différente. Tu sais. Mais ça, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait une rencontre réelle. J'allais pas bien loin d'ici, il y avait la Cinémathèque québécoise, qui est toujours ici, mais vous vous rappelez sur Saint-Denis, il y avait le gros robot avec le gros bras articulé. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait un gros bras dans la vitrine, ça, c'était avant l'Internet. Et là, dans la vitrine, il y avait ça. Puis, dans le fond, le bras, c'était un robot qui allait chercher un DVD, puis tu te le mettais. Toi, tu étais devant une télévision grosse comme ça. Puis là, tu recevais le vidéo. Tu sais. Puis là, c'est là que j'ai vu des vidéos sur Pitou Boudreau, sur Joseph Allard, que j'ai vu La Veillée des Veillées, que j'ai vu un paquet de belles archives qui m'ont inspiré, puis que là, j'ai fait « OK! » Puis tu vois, dans ce parcours-là d'apprentissage, là, j'écoutais des disques, j'essayais de repiquer les joueurs de violon pour essayer d'apprendre à jouer comme André Alain, comme Joe Bouchard, puis de m'inspirer. Moi, j'ai pas grandi j'ai pas une transmission directe. Fait qu'il fallait que je pige un peu partout. Puis quand on parle de tradition, tu sais, Carmen, dans ce parcours-là, puis de perpétuer quelque chose, tu sais, il y avait la Veillée des Veillées qui a été une rencontre entre l'Écosse, l'Acadie, l'Irlande, la Louisiane, et les musiques québécoises. Et donc, ça a formé une grande soirée, puis chacun démontrait leur savoir-faire. Puis nous autres, ça nous a inspirés à fonder. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans dans ce temps-là. Puis c'est là qu'on a fondé la Veillée de l'avant-veille, parce que c'était directement inspiré de la Veillée des Veillées. On voulait faire une rencontre avec plusieurs groupes et une danse pour essayer de montrer que toutes sortes de choses qui peuvent se passer. La chanson, de la musique instrumentale, la danse. Donc, ça nous a inspirés à développer cette veillée-là. Et entre autres, la veillée des veillées, mais la veillée du bon vieux temps aussi, qui se passait au Monument national, juste à côté du Club Soda, où est-ce que notre veillée de l'avant-veille se passe. Bien, on s'est dit, on va aller dans ce coin-là, parce que la veillée du bon vieux temps, c'était juste l'autre bord de la rue. Fait que, tu sais, on voulait marquer la transmission, même par le lieu où est-ce qu'on organisait nos trucs. Fait que oui, ça a été ça a été d'apprentissage, pas à l'école. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre cette musique-là. Tu vas nous partager une autre pièce? Oui, je peux vous partager une autre pièce. Fait que je vais vous jouer le reel de Captcha.
Puis dans le fond, j'ai choisi celui-là parce que je voulais vous montrer un petit quelque chose. Quand on apprend des morceaux, un air, c'est j'appelle ça qu'il y a une colonne vertébrale, puis le reste, c'est comme un peu de verbillage, tu sais, il y a pour agrémenter, parce la fioriture. Ce morceau-là, dans le fond, c'est si vous chantez ça, là, chantez ça. Continuez. Etc. La première partie, c'est ça. Fait que si tu comprends que c'est une grande chute, après ça, c'est toute une manière d'orner à chaque note. Ça, cette ornementation-là, c'est ça le savoir-faire du musicien traditionnel. C'est d'apprendre le vocabulaire, apprendre les manières de trier, les manières de jouer l'archet. Donc, c'est tout ça. Mais quand tu apprends un nouveau morceau, il faut juste que tu apprennes la colonne vertébrale. Après ça, les ornements puis les plus petits détails, chante-toi pas là-dessus, tu sais. Il y a... ils ont juste ce morceau-là. C'est le même morceau pour moi. Mais si on le fait avec... Donc, on développe en fonction de notre savoir-faire. Comment est-ce qu'on a ça? On a passé 20-30 ans à jouer des airs. Fait que ça vient tout seul. Mais apprendre les tournures, où c'est que les pôles toniques, les pôles d'accord, là, c'est dans 1, là, c'est dans 4, là, c'est dans 5. C'est ça, comme ça que tu apprends vite des morceaux. Fait que, tu sais, après la radio puis les 78 tours, il y a eu les vinyles, il y a eu les cassettes, les 8 tracks, les CD, puis maintenant, il y a l'Internet, il y a les livres, un livre de partition. C'est toutes des manières de transmettre. Mais il n'y a rien qui va remplacer la transmission au contact, la transmission en oralité. Parce que là, tu développes par mimétisme aussi les traits. OK, tu vois comment est-ce qu'il bouge ses doigts. Puis... Donc, cette musique-là va toujours rester une musique de transmission orale. Il faut la sentir, il faut la vivre. Exactement. Le danger avec un livre, c'est de penser que ces morceaux-là sont comme ça, puis ils vivent comme ça, puis c'est tout. C'est pour ça que j'ai écrit dans le livre, j'ai repiqué des archives des années 20, des années 30, qui se jouent plus comme ça aujourd'hui déjà, pour montrer que ces pièces-là se sont transformées avec le temps, mais que si tu apprends ça, puis que tu joues avec Carmen un soir, puis que tu l'as bien appris la colonne vertébrale, tu vas être capable de jouer le morceau, même s'il ne joue plus comme il y a 100 ans. Puis vous allez trouver un terrain d'entente commun pour cette version-là qui va être jouée en ce temps réel-là. Dans 50 ans, le morceau va encore se jouer d'une autre manière. Fait que c'est pour ça que les fioritures, c'était pas les mêmes il y a 50 ans. C'est pas les mêmes au violon, c'est pas les mêmes à l'accordéon. Et pourtant, quand on joue un morceau ensemble, on s'entend super bien. Puis même, ce qui est beau au Québec, c'est que tu mets 4 violonneux, il y en a, tu vois, les archets, ça vire dans tous les sens. On peut jouer, les archets peuvent aller dans tous les sens, mais on va jouer le même morceau quand même. C'est pas comme des musiciens d'orchestre. Puis des fois, on joue une version que... moi, je connais une version qui a un temps de moins là, mettons, parce que je joue la version de Joe Bouchard ou peu importe.
Mais OK, je suis dans un groupe, puis eux autres, ils s'entendent pour jouer celle-là, ben, je vais rajouter le temps qui manque. Peut-être qu'un moment donné, cette personne-là va venir dans dans ma gang plus proche, puis là, hop, elle va enlever le temps elle avait trop. Ce temps-là, il est pas de trop, il est pas de pas assez, il est juste des fois là, des fois pas là, dépendant avec qui qu'on joue, tu sais. C'est une musique populaire, c'est une musique qui se jouait dans les familles, dans les maisons, dans les villages. Des fois, il y avait un joueur de violon, qui faisait danser, qui allait dans les fêtes, des familles, dans les mariages, tout ça. Puis jusqu'à temps qu'on commence à en disquer des 78 tours. C'est là où il commence à avoir des gens qui sortent puis qui deviennent des superstars, là. Tu sais, Joseph Allard, c'était Plus connu à l'époque. il était quelqu'un, là, tu sais, je veux dire, Jean Carignan qui a été l'élève de Joseph Allard. Ils se sont rencontrés, assez tôt dans sa vie, Allard, puis il a tout appris de Allard et il a par la suite appris de beaucoup d'Irlandais aussi, d'Écossais. Mais, et donc avec l'enregistrement, avec les 78 tours, est apparue une certaine forme de professionnalisation. Il y en a qui sortaient des tu sais, Isidore Soucy, il a sorti beaucoup, beaucoup d'enregistrements, là, tu sais, je pense que c'est 600 quelques morceaux qu'il a en disqué, tu sais. Puis alors, quand alors sortait une pièce, puis c'était la tuque bleue, ben là, c'est pas rare que tu entendais l'année d'après, la Madeleine qui jouait un air qui s'appelait la tuque rouge, puis que c'était le même A, mais pas tout à fait le même B. Puis, tu sais, fait que là, les morceaux aussi se transmettaient par les 78 tours. Puis jusqu'à aujourd'hui, il y a des groupes qui font de la musique professionnellement, comme avec mon groupe Le Vent du Nord, et on peut en faire un métier, tu sais. Fait que où il y a tu sais, notre groupe, on fait de la tournée internationale, mais comme Carmen, Jean-Claude et nos amis ici, ben il y en a qui sont plus spécialisés dans les danses au Québec, qui font beaucoup qui jouent beaucoup de répertoire de danse et qui vont d'une veillée à une autre veillée à faire danser les gens. Donc, dépendant du calleur, dépendant des musiciens, tu dis: «Ah ouais, ça va être une belle soirée». Puis là, il y en a qui décident d'aller ici ou là pour voir et danser. Puis tu vois, Pitou Boudreau, c'est un musicien qui avait appris le répertoire de son père puis de son oncle et c'était un beau répertoire familial. Puis quand, un moment donné, il jouait dans les mariages, il jouait dans les événements du village. Puis un moment donné, il y a eu comme un apport de modernité avec d'autres types d'airs. Puis ces airs-là sont devenus un peu moins à la mode, moins populaires. Fait qu'il a comme un peu arrêté de faire ça, puis il est devenu, je pense qu'il a fait un peu il était, luthier, puis il était menuisier, puis il faisait d'autres choses. Il a été redécouvert dans son plus vieil âge, dans les années, 75-80, tu sais. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Vent du Nord, vous pouvez aller sur leventdunord.com pour commencer. C'est un groupe qui existe depuis 23 ans bientôt. On fait ça à temps plein depuis 23 ans. C'est notre métier. On vit avec notre groupe. On fait principalement de la tournée internationale, mais on joue beaucoup aux États-Unis, dans les pays scandinaves, plusieurs pays d'Europe, des fois Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud. On se promène. Puis c'est un groupe qui est très soudé, qui est axé vers, on aime les projets de création, on aime proposer aux gens de la relecture du répertoire, mais aussi de la création inspirée de notre patrimoine, parce qu'il ne faut pas oublier que ces airs-là, ils ont tous déjà été composés à un moment donné. Fait que on se permet, parce qu'on a quand même un respect pour la tradition, le répertoire de tradition qu'on a appris. On se permet aussi de composer des airs, des chansons
pour venir rajouter ça au grand panier. Puis qui sait, un jour, peut-être qu'il y a une de mes pièces qui va être jouée par d'autres mondes, puis qui va être jouée dans une session, puis qui va devenir un morceau traditionnel. Je dirais qu'on a fait une étude non scientifique du vent du Nord qui dit qu'il y a à peu près 4 des populations qui trippent sur la musique, sur les musiques traditionnelles, les musiques du monde, les musiques... 4 de 9 millions, c'est pas tant que ça, mais 4 de 350 millions aux États-Unis, ça fait un bassin qui est plus intéressant. 4 de 70 millions sur une île en Angleterre, c'est quand même beaucoup de monde. En France aussi. Fait que, c'est dur de dire si c'est plus populaire ou non. Tu sais, je veux dire, il y a un réseau qui est ici, qui est installé par justement Carmen avec les Veillées du Plateau, la SPDTQ, l'Espace Trad. Il y a des troupes de danse comme Tissé Serré, etc., qui font des veillées, qui organisent. Il y a 25 festivals. Il y a nous autres qui fait la veillée de l'avant-veille à chaque année depuis 27 ans. C'est à chaque 30 décembre au Club Soda. Fait que c'est une grosse fête qui dure 5 heures de musique. Il y a 700, 800, 900 personnes. Ça finit avec une veillée de danse de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est une grande soirée où on se célèbre la bonne année une journée avant tout le monde. Donc, c'est un milieu qui est quand même très vivant. Tu sais. De là à dire si c'est moins ou plus populaire, je ne considère pas qu'on n'a rien à en envier à d'autres populations. Tu sais, il y a l'Irlande qui consomme vraiment sa musique traditionnelle, qui la valorise beaucoup. Tu vas dans n'importe quel pub, il y a une session, presque à 7 jours sur 7. Tu sais, en Irlande, ils consomment vraiment leur musique et donc c'est dur de rentrer pour nous parce qu'il n'y a pas de place. Puis moi, je respecte ça au bout. Tu sais, les pays où c'est facile de rentrer, ça veut dire que leur musique traditionnelle n'est pas nécessairement mise en valeur. Fait que, tu sais, c'est intéressant aussi de voir, pour d'autres gens, de mes collègues musiciens de d'autres folklores, de d'autres cultures, ils me disent, on essaie de venir jouer au Québec parce qu'ils nous connaissent, on a du fun ensemble quand on se rencontre. Fait qu'ils disent, ça doit être le fun là-bas. Puis ils se rendent compte que c'est bien, bien difficile pour un band suédois de venir jouer ici, tu sais. Mais c'est bon signe parce qu'on consomme notre musique aussi, tu sais. Dans les salles, on voit encore c'est des humoristes, c'est des chanteurs populaires d'ici, c'est des musiques traditionnelles. Dans les peu de musiques traditionnelles qui vont diffuser, bien, ça va souvent être la musique d'ici. Et il y a aussi la musique du monde. Il y a toujours un ou deux projets de musique du monde qui vont être intégrés en salle. Mais c'est quand même représentatif d'une vitalité, je pense. Je voulais vous montrer un petit instrument qu'on appelle la bombarde ou la guimbarde, qui a été un des premiers instruments à être apporté par les colons parce que ça se traînait dans une poche. C'était facile. Fait que, et on peut faire des mélodies avec les harmoniques. C'est une lamelle en métal. Tu sais, c'est un instrument qui ne fait pas de bruit seul. Et la caisse de résonance, ça va être la bouche. Donc, on accote les deux parties rigides sur les dents. Et la petite languette de métal va vibrer entre les dents et à changer la grosseur de la bouche. Et avec la langue, on peut faire des sons. Pièce d'André Alain.
Merci beaucoup d'être venu. Merci, hein, Olivier.